Ce même jour, au cours de plusieurs opérations, les 7 arriers attaquèrent aussi Goose Green, détruisant 5 pucarás argentins. Ensuite, le même jour, 3 opérations de la marine argentine furent détectées. Il s'agissait d'une attaque en tenaille contre le bataillon britannique. La plus grande menace provenait du vaisseau amiral 25 de Mayo, un porte-avions qui transportait 8 bombardiers de combat Seahawk. Mais les avions ne pouvaient décoller à cause des conditions météorologiques. Le détachement comptait aussi 2 destroyers de 42, semblables à ceux de l'escadre britannique, dotés de missiles Exocet. Ils venaient du nord en 2 formations distinctes. Vers le sud, le sous-marin nucléaire HMS Conqueror avait repéré le 3e groupe, guidé par le vieux croiseur Belgrade. Les Anglais avaient déjà annoncé qu'ils couleraient tout navire de guerre argentin qui les menacerait, dans le but d'éviter ainsi l'intervention de la marine britannique. Ils lancèrent 2 torpilles Mark 8. Le Belgrade coula en 45 minutes et il y eut 368 pertes. Mais le reste de la marine argentine ne participa pas au combat. Les Seahawks furent déplacés sur la côte, ce qui constituait un handicap sérieux pour le combat. Le capitaine du Conqueror, le commandant Christopher Wilford Brough, fait le récit de cette action. Threat to the task force. She'd been steaming towards them, and I'd been watching her for a few hours beforehand. And under direct orders, I went in and attacked her. I think by doing so, although there was obviously loss of life on her, which I regret, I certainly saved considerable loss of life from the British task force. Le 2 mai, on aperçoit le HM Sheffield à l'horizon, incendié par un missile Exocet. Il fut lancé d'un avion à 332 km. Volant à la vitesse du son, il a tardé à peine 2 minutes à atteindre son objectif. Il y eut 24 blessés et 20 morts. L'excédent de combustible de la fusée fut la cause de la plupart des pertes. Les restrictions économiques expliquaient le nombre de victimes. On avait réduit l'espace des C-42, raison pour laquelle ils n'étaient pas dotés d'un système sophistiqué de missiles Seawolf. Leur vulnérabilité face aux attaques aériennes fut bientôt évidente, bien qu'ils étaient spécialement conçus pour surveiller les avions. Le 21 mai, 7 semaines après l'invasion argentine, les commandos de la 3e brigade commencèrent à atterrir à San Carlos. On ne leur opposa aucune résistance. Les Argentins étaient convaincus que les Anglais allaient débarquer près de Port Stanley, la capitale, comme ils l'ont d'ailleurs fait. À mesure que les hommes et les munitions arrivaient sur les plages, une série de manœuvres de diversion firent croire aux Argentins que l'attaque se produisait à cet endroit. Il n'y avait pas beaucoup d'espace de mouillage pour les escortes navales. La plupart prirent position à Falkland South et constituèrent la ligne d'artillerie du 21 mai dans le but de couvrir le débarquement d'éventuelles attaques aériennes. Le débarquement des commandos des Royal Marines du Canberra dura toute la journée. Les Mexic Float géants transportaient le matériel lourd. Avant la tombée de la nuit, les hélicoptères Wessex et Sea King avaient transporté 400 tonnes d'artillerie et de provisions. Sur la côte, les hommes creusaient la tourbe molle. Ils y campèrent pendant une semaine. L'humidité des tranchées était très incommode. Les tanks de combat des troupes de génie se retranchèrent en prenant position, tandis que les autres régiments s'installaient tranquillement, n'ayant constaté aucune résistance de la part de l'ennemi. Cependant, celle-ci se manifesta dans les airs. Les Seahawks argentins lancèrent des attaques massives contre les troupes rassemblées dans les eaux de San Carlos. À bord de l'Hermès, à 130 milles de la côte, les Harriers se disposèrent à décoller pour les intercepter. En 20 minutes de combat aérien, les Harriers détruisaient 23 avions argentins, notamment avec des missiles Sea Hilder. Les missiles rapides de défense antiaérienne prirent la relève. Deux Seahawks descendirent en piqué sur la plage. C'était la première attaque. Elle dura 5 heures et 60 appareils y prirent part.
Ils surgissaient presque toujours en rase-motte et à grande vitesse. C'est pourquoi plusieurs bombes Mark 17 de fabrication britannique n'explosèrent pas. Ce mouillage avait été expressément choisi afin d'empêcher le déploiement des avions argentins en vue de l'attaque des vaisseaux. Au dernier moment, le Canberra et les autres ferries purent échapper aux attaques aériennes alors qu'ils se hâtaient de débarquer les troupes afin que les bateaux transportant des civils puissent se joindre au groupe des transporteurs et rendre le débarquement plus facile aux navires de guerre. Les Argentins perdirent 13 avions au cours des attaques aériennes. La semaine suivante, ils effectuèrent 130 sorties. Le HMS Yarmouth put éviter miraculeusement l'attaque aérienne. Ce fut l'un des seuls navires artilleurs qui sortit indemne de Bunhali. Le HMS Antelope fut touché le 23 mai. Atteint par Seahawk, l'une des 12 bombes rebondit dans l'eau et fit un orifice dans la coque, mais n'explosa pas. Elle explosa finalement pendant qu'on la désactivait et provoqua un incendie. Il fallut 2 heures pour évacuer l'équipage avant que n'explose le réservoir du Seahawks. Tardaron 2 horas en desalojar la tripulación y a continuación explotó el depósito del She-Cat. Une fois de plus, la destruction de l'Antelope fut une conséquence des restrictions budgétaires. Les Type 21 avaient été conçus à l'origine comme des vaisseaux de faible rendement pour les flottes étrangères, comme celle de l'Iran. Le plastique étant la matière la plus utilisée, cela augmentait les risques d'incendie. On se rendit également compte de l'urgence qu'il y avait à posséder une défense au moyen de missiles air, de longue et de courte portée, afin de faire face aux attaques aériennes massives. Les attaques argentines continuaient à couvrir le ciel. Un missile Sea Dart poursuit sa proie avant d'attaquer à nouveau. Les hélicoptères de reconnaissance se protègent de l'assaut. Lorsque les escortes y répondirent, de nombreux navires eurent la chance de ne pas couler, les bombes n'explosant pas. Le transporteur de commando, Sir Lancelot, fut l'un de ceux qui dut être remorqué jusqu'au mouillage plus sûr pour désamorcer une bombe. La nouvelle concernant un nombre croissant de pertes a décidément contribué à faire pression sur les milieux politiques pour accélérer la fin des hostilités. Premièrement, au lieu d'utiliser des hélicoptères comme l'avaient prévu les Argentins, les Anglais entrèrent dans Port Stanley avec des troupes d'infanterie. En second lieu, un Dospara tombé en piqué sur l'importante base argentine de Goose Green contribua à troubler les esprits. Il s'ensuivit la tragédie de Fitzroy. Goose Green était en effet une position clé. L'assaut britannique, en 6 phases, vint à bout des positions argentines, mais n'arrivait pas à détruire sa principale ligne de défense. Le commandant du Dospara fut tué à Darwin Hill. Les Anglais purent alors contourner le flanc argentin à Boca House. La bataille se poursuivit nuit et jour pendant 15 jours, les observateurs de la SAS ne pouvant pas évaluer à leur juste mesure la capacité défensive des Argentins. On voit ici les traces de la première action sur Terre. Il s'agit de l'unique bataille qui se prolongea jusqu'à l'aube et qui malheureusement fut en terrain découvert sur le sol des Malouines.
Grâce à l'infanterie et à une efficace distribution de l'armement, ils ont réussi à vaincre une position bien défendue, sans recevoir pratiquement aucun appui de l'extérieur. Cependant, malgré la brutalité de l'affrontement, il n'y eut que 72 morts, 55 Argentins et 17 Anglais. À cause du mauvais temps, il n'y eut presque plus d'attaques aériennes jusqu'à la fin de la bataille. Dès qu'elles recommencèrent, la résistance argentine céda rapidement. Leurs enclaves tombèrent car le plan de bataille n'avait pas été efficace et qu'ils n'étaient pas capables de se protéger mutuellement. Ce fut au moment de la reddition finale qu'ils se rendirent compte de la supériorité numérique des Argentins. Les Britanniques avaient capturé 1500 soldats argentins, 3 fois plus que ce qu'ils escomptaient. Le commandant en chef ne se trouvant pas parmi eux, il donnait des ordres à partir d'un point sûr à Stanley. La présence d'avions d'attaque à terre, les Pucará, les avait dissuadés d'utiliser la tactique de l'assaut par hélicoptère. Ils avaient été aussi utilisés avec des bombes au napalm, mais c'était une arme inutile en terrain découvert. Au nord, le commando 45 avait entamé une longue expédition vers les montagnes qui entourent Port Stanley. L'Atlantic Governor avait été coulé et compte tenu de la perte des hélicoptères de transport, cette marche était nécessaire. Cette marche fut surnommée le jumping par les commandos. Ce fut une entreprise ardue. Pendant les 13 premières heures, ils ne parcoururent que 22 kilomètres. Lorsque le terrain n'était pas marécageux, les épaisses broussailles les empêchaient d'avancer. Les marches nocturnes étaient encore plus pénibles, spécialement pour ceux qui se trouvaient en queue d'une file de 600 hommes trébuchant sur le terrain accidenté. Les navires auxiliaires de la Royal Fleet défiaient les attaques aériennes en se hâtant de ravitailler le front, tandis que l'infanterie de marine creusait à nouveau des positions défensives. Dimanche 30 mai, le climat le permettant, le Canberra peut retourner sans difficulté dans les eaux de San Carlos pour débarquer la 5e brigade sur le champ de bataille. 3200 hommes de Gulkas, de la garde écossaise et de la garde galloise patrouillèrent sur les quais délabrés. Ces hommes de l'armée de terre, qui jusqu'alors avaient laissé agir la marine britannique, se déployèrent à travers Goose Green pour établir le front sud. Leurs efforts pour intervenir dans le combat avec les marines fut la cause d'une tragédie. L'absence complète de résistance de la part des Argentins leur permit d'arriver rapidement à Darwin et plus tard à Fitzroy. Mais après un calme apparent, les lignes d'approvisionnement n'arrivaient pas à maintenir un rythme constant. Alors, tous les moyens disponibles furent utilisés pour accélérer la marche de la 5e brigade jusqu'aux positions tenues par l'avant-garde et parvenir jusqu'à la 3e brigade au nord. Mais pour transporter les troupes et les provisions à grande échelle, il fallait disposer de plus grands vaisseaux, comme les transporteurs des commandos Sir Tristram et Sir Galahad. Le vaisseau côtier des îles n'était pas suffisant. À Fitzroy, la clarté du jour permit aux observateurs argentins d'apercevoir le cap et de prendre les bataillons au dépourvu. L'attaque aérienne commença instantanément. 3 Skyhouse argentins attaquèrent le Sir Galahad, qui transportait la garde galloise. « 20 tonnes de munitions explosèrent sur le pont ouvert du réservoir où se concentraient la plupart des troupes. Il y eut 43 morts et 150 brûlés graves. Les hélicoptères Sea King pénétrèrent dans les épais nuages de fumée pour évacuer les blessés. La garde gauloise avait été contrainte de naviguer jusqu'à la cale Bluff et les supérieurs avaient été retenus à bord au lieu d'ordonner une marche à terre pour se séparer de l'armement lourd. Les hélicoptères volant en rase-motte récupéraient les radeaux de sauvetage de cet enfer. Cette attaque aérienne infligea aux Britanniques de fortes pertes et la garde galloise ne put plus prendre part au combat.
Malgré le grand nombre de pertes, l'armée anglaise était décidée à entrer à Stanley en y accédant par la montagne. Pour y parvenir, ils devaient se faire un chemin en livrant une série de batailles. Ils arrivèrent aux limites de la capitale et vinrent à bout de la résistance argentine. Tout d'abord, la défense argentine lutta avec les Howitzer de 105 mm du 29e commando qui avaient été transportés par avion jusqu'au mont Kent. Initialement, leurs objectifs étaient les positions ennemies établies sur la cime des collines des environs de Stanley. Ils tiraient 500 fois par jour avec une précision qui finit par démoraliser les forces argentines. Les brigades se rendaient à mesure que les lignes de défense, contrôlées principalement par les Chicos, tombaient aux mains des ennemis. L'artillerie venait également du sud et attaqua les positions argentines couvrant l'encerclement de Stanley. Load, correct! Bearing, 1368 mil. 1368 mil, set! Elevation! 424 mil. That was 424 mil, set! Ready! Fire! Grâce aux supercharges et aux lasers spectrographes, les canons pouvaient localiser les points stratégiques de Sapper Hill ainsi que d'autres enclaves stratégiques dans la ville de Stanley. Sous le feu ennemi, les officiers qui se trouvaient sur la montagne Two Sisters planifièrent une attaque. Le missile Milan fut une arme décisive. La grande puissance militaire de l'Argentine ne fut pas aussi efficace qu'on le croyait, surtout à cause de sa mauvaise organisation. La plupart des attaques importantes provenant de la montagne s'effectuèrent pendant la nuit pour éviter les combats en terrain découvert à la lumière du jour. Une nuit après l'autre, les monts Longdon, Harriet, Tumbledown et Wireless Ridge furent pris d'assaut par l'infanterie. Soudainement, 25 jours après les premiers atterrissages, la résistance argentine succomba et la nouvelle se répandit rapidement parmi les colonnes de l'infanterie de marine qui tentaient d'esquiver les champs de mines des environs de Stanley. Ils ont vaincu une armée de 11 000 soldats bien équipés grâce à une meilleure coordination, à la supériorité de leur commandement ainsi qu'à une meilleure utilisation de l'armement d'appui. La caractéristique des assauts de l'infanterie britannique résidait dans l'excellente application de tactiques bien conçues et dans l'initiative des sous-officiers. Une fois sur la côte, les Anglais ne perdirent plus une seule bataille. Cependant, sur une armée de 10 000 hommes, seuls 1 300 se trouvaient sur le front pour combattre les Argentins. La vitesse unie à la force ainsi qu'une tactique d'escaramouche par surprise leur ont permis de gagner la bataille. Peu d'hommes capturèrent environ 13 000 soldats argentins pendant ce conflit, qui fut décrit par beaucoup d'observateurs comme celui de deux chauves se disputant un peigne.
Des sens à choc, des goûters fourrés ou des mini-VN. Pour toi et tous tes copains. Et pourquoi pas un appareil photo numérique. Alors bonne chance sur France 3 avec BN. C'est à Concarneau, en Bretagne Sud, au pied des remparts de la ville close, que nous vous... L'Afghanistan. L'Afghanistan, la guerre dans l'Hindoukouche. L'URSS participa à cette guerre pour éviter l'expansion du fondamentalisme islamique. Comme au Vietnam, les hélicoptères de combat jouèrent un rôle important dans ce conflit. À la différence du Vietnam, ce fut une guérilla menée par des rebelles qui n'étaient pas tous d'accord sur la façon de la gagner. Les soldats soviétiques étaient soumis à des conditions tellement difficiles qu'aucun entraînement ni préparation n'aurait pu les aider. L'Afghanistan était un pays lointain et presque inaccessible, situé à la frontière de l'Iran. La révolution islamique de ce dernier inquiétait le Kremlin. C'était un pays sauvage et montagneux, doté de très peu de routes. Les voies de communication n'étant pas suffisantes, il fallut tenir deux fronts pour protéger Kaboul, la capitale, et les villes situées au long des routes. L'invasion fut dirigée par le maréchal Sergueï Sokolov, en personne, délégué du ministre de la Défense soviétique. Général d'artillerie pendant la guerre, c'était un commandant habile, mais plutôt conservateur sur le plan de la tactique. Dès le début de la guerre, Sokolov dut affronter une alliance de 24 groupes de guérilleros. 1800 tanks de 62 furent transportés des plaines soviétiques du Turkestan jusqu'à la frontière et les montagnes de l'Hindoukouche. C'est le 1er avril 1980. L'armée soviétique a occupé un pays limitrophe. Un contingent de 80 000 soldats soviétiques a envahi l'Afghanistan, formant la 40e armée, qui arriva à en compter 152 000, le tiers des forces des États-Unis détachées au Vietnam. Plus de 2000 chars d'assaut s'acheminaient par les rares routes de l'Afghanistan. Les hélicoptères Mi-8 étaient plus efficaces. Ils devaient devenir l'emblème de cette guerre. Lorsque les Soviétiques entrèrent en Afghanistan, ils étaient mal équipés pour ce genre de combat. Dotés d'armes lourdes, ils étaient en outre très mal organisés. Ils disaient qu'on les avait chargés d'empêcher une intervention étrangère après le coup d'État. En réalité, le président Hafezollah Amin fut assassiné dans son palais de Duradaman, non pas par les Afghans, mais par les forces spéciales soviétiques, les Spetsnaz. Son crime fut de vouloir introduire prématurément des réformes, tout en permettant que son traditionnel allié soviétique fût exposé à la révolution islamique. En dépit des communiqués diffusés par la radio, tout semblait indiquer que l'intervention serait difficile. L'armée afghane était démoralisée par les attaques des rebelles depuis que les communistes étaient arrivés au pouvoir 2 ans auparavant. Dès le début de l'année, il fut de plus en plus évident que l'armée ne pourrait pas résister.
Face à une résistance chaque jour plus opiniâtre, les Soviétiques furent contraints d'attaquer. La population était profondément traditionnelle et xénophobe. Opposée aux communistes afghans, elle leur devint tout à fait hostile lorsqu'elle se rendit compte que le nouveau régime était tombé sous le joug d'une puissance étrangère. Beaucoup abandonnèrent leur village pour entrer dans la résistance et combattre l'envahisseur. Rapidement, des centaines de milliers de personnes se rallièrent à l'exode. La principale route d'approvisionnement soviétique vers Kaboul devint le principal objectif, notamment au col de Salang et au tunnel. Cette structure de 3 km de long fut construite pour protéger la route des avalanches, mais elle restait vulnérable aux actes de sabotage et aux embuscades. Les Moudjahidines, qui formaient jusqu'alors des tribus, étaient divisés par des rivalités, se disputant les armes et l'argent obtenus de l'aide extérieure. Au début des hostilités, ils étaient armés des rifles Lee Enfield, un assez grand nombre de ces armes ayant été fabriquées au Pakistan pour lutter contre les Anglais au siècle dernier. Les ateliers de fabrication d'armes transformèrent la ville frontière de Peshawar en zone industrielle où se manufacturaient des copies exactes de toutes sortes d'armes à feu. L'aide américaine permit de payer la fabrication d'environ 30 000 fusils. Des vendeurs montrent avec empressement les répliques des rifles anglais entreposés. Il y a des armes très ingénieuses, comme ce rifle camouflé en bâton. Des membres du gouvernement furent assassinés par ce moyen dans la capitale de l'Afghanistan. Ils offrent aussi des armes soviétiques confisquées, notamment des armes lourdes qui furent par la suite décisives pendant la lutte des Moudjahidines. Mais la Kalachnikov, l'arme la plus populaire, était l'emblème des rebelles qui avaient fait le serment de lutter ou mourir. And if we are killed in the way of God Almighty. So we haven't lost anything. It's a victory by itself. So we are determined to fight to the last. Les forces de la résistance étaient pour la plupart concentrées près de la frontière avec le Pakistan, où la ville de Peshawar leur offrait du repos, du ravitaillement. Le col de Salang et la vallée de Panjshir furent le théâtre des opérations des groupes moudjahidines, renforcés tout au long des principales routes frontières. Au début de 1980, la résistance moudjahidine contrôlait 90% des zones rurales. L'indignation populaire provoquée par l'invasion fut telle qu'il n'y avait pas assez de fusils pour armer les volontaires qui venaient s'enrôler. Un grand nombre de rebelles restaient dans les bases locales et ils se communiquaient rarement avec les autres groupes. Ils luttaient souvent loin de leur propre vallée. Les Djouman, comme les soviétiques désignaient les Moudjahidines, tardèrent à élaborer des stratégies plus sophistiquées que les classiques attaques surprises. Les patrouilles d'hélicoptères menaçaient de s'infiltrer dans ces vallées. Sachant s'évader facilement au-delà des frontières, les Moudjahidines s'accordaient alors une trêve pendant leur marche à travers la vallée du Kunar. Sans forêt ni marais où dissimuler leurs mouvements, ils étaient fiers de leur habileté à se cacher dans les fissures de ce paysage inhospitalier. Cette capacité leur permit de contrôler la zone. Une patrouille armée soviétique négocie la route de la vallée. L'armement lourd, à l'avant-garde des divisions, servait à attaquer les fortifications des rebelles dans les montagnes. Étant devenus très vulnérables aux missiles rebelles, les soviétiques se rendirent compte qu'il leur fallait des canons en longue portée pour atteindre les Moudjahidines. La destruction des villages et les continuelles offensives soviétiques décimèrent rapidement la population des vallées. Ici, dans la région de Panjshir, plus de 50 000 personnes abandonnèrent leur foyer dans un exode de 80 km, fuyant vers des hauts plateaux de 3 000 mètres d'altitude ou les montagnes. Sans foyer, beaucoup furent obligés de se réfugier dans des cavernes. Plus personne ne travaillait la terre. Les vivres des Moudjahidines infiltrés tout au long du fleuve vinrent à manquer. Ils devaient affronter un terrain hostile qui les isolait. Il était extrêmement difficile de mobiliser les hommes. Les munitions, en de telles conditions, et leur capacité d'exécuter différentes opérations diminuèrent radicalement. Les patrouilles d'hélicoptères avaient une autre fonction, lâcher des milliers de mines Butterfly afin de déstabiliser les mouvements des Moudjahidines.
Les avions à réacteurs de combat soviétiques se joignent à eux pour surprendre une embuscade des Moudjahidines. Dans la plupart des cas, la population souffrait davantage des conséquences de la guerre que les rebelles. En silence, ils avancent vers un autre objectif. À la différence du Viet Cong, conçu pour lutter dans la guérilla au Vietnam du Sud, la résistance afghane avait surgi spontanément. Il lui manquait l'équivalent unificateur d'un Vuong Nguyen Giap qui avait une expérience pratique de la guérilla. L'absence de commandement diminuait l'efficacité de ses stratégies et de ses ressources. Les Moudjahidines tentent un piège à sa langue, un passage stratégique. La plupart d'entre eux avaient compris l'importance de l'attaque surprise et l'utilisèrent comme une tactique de base. Ils étaient très habiles dans ce genre d'opération. Ils attaquaient fréquemment les convois de pétrole se dirigeant vers Kaboul. Cette fois, le camion des soldats afghans a dû s'arrêter et ceux-ci sont disposés à se rendre. Les Moudjahidines leur donnent l'ordre de déposer les armes. Sa tête rasée identifie cette jeune recrue. S'il ne rejoint pas les rebelles, il sera escorté jusqu'à un camp de réfugiés au Pakistan. En luttant pour le contrôle des voies de communication, les Moudjahidines détruisirent des milliers de camions sur cette importante route de ravitaillement, ce qui provoqua des restrictions d'essence dans la capitale. Un coup d'œil sur le manuel d'instruction avant de déclencher l'attaque avec un lance-missile. Les missiles sont dirigés vers les rochers et s'activent à l'aide de mèches collées avec du ruban adhésif. Ces offensives périlleuses n'étaient pas toujours couronnées de succès. Ils attaquaient parfois les populations civiles. D'autres, l'aéroport, détruisant les voies de liaisons aériennes essentielles pour les Soviétiques. En détruisant les dépôts de carburant, un plus grand nombre de convois devaient traverser le dangereux col de Salang. Au cours d'une incursion spectaculaire, ils attaquèrent un dépôt de missiles Sang à Karga, près de Kaboul. 40 personnes furent tuées par une série d'explosions en crescendo qui dévasta la zone. Les Soviétiques nièrent qu'il s'agissait d'une attaque rebelle, mais aussitôt ils prirent plus de mesures de sécurité. En 20 minutes, de terribles explosions atteignirent leur point culminant. Haanaba était une importante base afghano-soviétique dans la vallée de Panjshir, où était planifiée et dirigée la lutte contre l'insurrection. L'attitude défensive des Soviétiques devant les difficultés de la situation se devait, disait-il, au manque d'hommes, et l'armée afghane était appelée à jouer un rôle plus important. Les Soviétiques commençaient à envisager un retrait graduel de leurs troupes. D'autre part, les dures conditions climatiques minaient la morale déjà très basse des soldats qui devaient lutter dans les montagnes.
Au début du conflit, les mouvements des patrouilles soviétiques ne s'adaptaient guère aux circonstances et manquaient d'ingéniosité. Comme dans tous les convois, les soviétiques devaient avancer à la vitesse du plus lent de leurs hommes. Les rares photographies des colonnes soviétiques qui explorent le Pandjihir montrent les difficultés du terrain et le risque qu'elles couraient de tomber dans une embuscade. Progressivement, l'infanterie soviétique reçut plus d'armement. Ayant acquis la GS-17, un lance-grenade automatique, cette arme garantissait la mort de 10 rebelles pour chaque soldat russe. Néanmoins, ce fut le nombre de leurs propres pertes qui détermina les décisions du Kremlin. Ici, les soviétiques s'opposèrent au leader rebelle qui avait le mieux assimilé les théories modernes de la guérilla, Ahmad Shah Massoud. Il abandonna rapidement la tactique de l'attaque surprise et organisa ses troupes en vue d'une contre-attaque aux forces d'assaut soviétiques. Il mobilisa plusieurs unités dans les vallées voisines, dispersant ainsi toute l'armée. Des montagnes, Massoud observait la progression de l'ennemi et dirigeait les embuscades dans les cols étroits où les colonnes devaient ralentir leur marche, devenant ainsi des cibles presque immobiles. Ahmad Shah Massoud était un leader charismatique et populaire. Bien que ses connaissances de la guérilla étaient théoriques, il se montra habile stratège, capable de vaincre l'armée soviétique en 9 campagnes. Il abandonna les attaques surprises, préférant s'emparer de positions stratégiques du gouvernement, loin de sa région. Il prit d'assaut le fort de Peshgur en 1985. Ces forteresses étaient défendues par des centaines de soldats armés de bazookas et de tanks, protégés par des champs de mines, des sacs et des barbelés. Faisant preuve d'une grande sûreté de jugement, les hommes de Massoud encerclèrent les défenses avant d'attaquer. Le succès de Massoud se devait à sa façon d'organiser une armée de guerrilleros à solde parfaitement entraînés. Connus en tant que motorax, ils constituaient les premières véritables unités mobiles de résistance. Massoud pouvait ainsi concentrer ses effectifs avant de se lancer à l'assaut et contrôler les garnisons stratégiques. Il sut insuffler un profond sentiment d'unité parmi ses hommes, comme l'explique son ancien aide de camp. Il savait aussi évaluer objectivement les erreurs et les succès des Soviétiques. When they invaded Afghanistan, they came with very heavy weapons, which were wrong for this mountainous terrain. But later, they began using helicopters and very light weapons. In my opinion, Russian tactics have improved each year. Now their forces are noticeably more mobile, but their morale is noticeably lower because a lot of Russians have been killed in Afghanistan. La prise de Peshgur, un poste très surveillé dans sa vallée natale du Panjshir, a démontré que Massoud était un habile stratège. Protégé par 500 hommes, ce fort se croyait à l'abri d'une attaque de la guérilla, mais ce n'était pas l'opinion de Massoud. Our main plan for Pushgur is firstly to cut off the aerial and ground supply routes and then capture the 10 outposts surrounding the main base. Finally, we will pour heavy weapons fire onto the main base until it's been captured or destroyed.
L'assaut fut caractérisé par une astucieuse coordination des troupes par radio, une excellente organisation du feu de couverture et une série d'attaques surprises. Bien que tout avait été parfaitement planifié, la lutte se prolongea toute la nuit jusqu'à ce que le fort et les autres positions ennemies se rendirent aux Moudjahidines. Massoud captura 110 prisonniers, parmi lesquels des officiers et des membres du NCO. Un officier de l'état-major afghan fut tué pendant le combat. Ayant atteint son objectif, Massoud abandonna le fort. Les officiers furent interrogés et internés dans la prison des Moudjahidines, située dans la montagne. Au cours d'une contre-offensive soviétique, ils furent tous tués, probablement par leurs propres gardiens. Voici le missile anti-aérien américain Stinger, l'arme qui donna l'avantage aux Moudjahidines pendant cette guerre. Il mesure moins de 2 mètres de long et pèse 17 kilos. 136 heures d'apprentissage étaient nécessaires pour le maîtriser, mais les rebelles surent s'en servir bien plus rapidement. Sa tête explosive avance à une vitesse de 700 mètres par seconde et porte un rayon infrarouge pour intercepter l'objectif dans un rayon de 6 km. Mais ce missile explose souvent sans atteindre son objectif, bien que la CIA qui l'avait fourni leur avait garanti un succès de l'ordre de 70%. Massoud, ainsi que d'autres militaires, considéraient que ce chiffre ne correspondait guère à la réalité. En tout cas, les réacteurs soviétiques devaient voler plus haut et plus rapidement, ce qui rendait leur bombardement moins efficace, sauf dans les cas où les rebelles se rassemblaient pour attaquer en masse. Les Stinger ne pouvant tirer vers le bas, les hélicoptères russes survolaient la vallée en rase-motte sur les positions des Moudjahidines. L'usage des feux de Bengale antimissiles devint de plus en plus fréquent. Cela signifiait que les forces afghanes et soviétiques avaient perdu le contrôle de l'air, laissant aux Moudjahidines une plus grande liberté d'action. Le nombre croissant de convois d'hélicoptères et d'avions abattus témoigne des victoires des Moudjahidines. Mais les Soviétiques perdirent moins d'avions de combat sur le front afghan que les Allemands pendant leurs entraînements. Au sud de Kaboul, les forces afghanes et soviétiques établissent le plan de l'une de leurs plus importantes opérations afin de venir à bout du siège de Khost, dans la province de Paktia, et détruire toutes les forteresses des guérillas, même celles des montagnes du Zawar. 2000 soldats russes appuyaient l'armée afghane, formée par 10 000 hommes et commandée par l'état-major afghan. Après une première tentative infructueuse de vaincre la résistance dans la région, le gouvernement prit la résolution de ne rien laisser au hasard. Mais le déploiement d'armements lourds et d'artillerie de la part des Soviétiques dissimulait à peine leur projet de se retirer. L'assaut fut soutenu par les Mi-24, considérés comme les meilleurs hélicoptères de combat du monde, aussi emblématiques que les Hawks des États-Unis au Vietnam, mais dont le coût opérationnel était 3 fois plus élevé. Les pilotes soviétiques se montrèrent également très courageux. Il dit que si ce n'était pas dangereux, il ne le ferait pas. Le nouveau Sukhoi Su-25 Frostfood, armé de bombes et de missiles de 75 mm, était le réacteur de combat terrestre le plus puissant de l'armée soviétique. Les Sukhoi et les Mij étaient situés à l'avant-garde du front aérien afin d'attaquer les postes de la guérilla situés dans les montagnes. Ils venaient des bases russes situées à la frontière de l'Afghanistan. Ces avions survolaient un paysage froid et désolé, même au printemps afghan. Les régions montagneuses étaient contrôlées par différents groupes de guérilleros, dirigés par un fondamentaliste, FD Islami. Les tentatives précédentes pour le destituer ayant échoué, cela les rassurait et leur donnait une fausse sensation d'invulnérabilité. Cependant, l'intensification des attaques aériennes finit par affaiblir les positions de la guérilla.
La grenade à réaction était une arme très efficace pendant les combats anti-aériens. Un Su-25 consigue esquivar el fuego antiaéreo. Les bombes antipersonnelles équipées de parachutes à retardement ont localisé leur objectif. Pour dévier les missiles Blowpate britanniques, les avions lançaient des feux de Bengale. Pour la défense anti-aérienne, les Dashika, ou canons lourds de 12,7 mm de fabrication soviétique, étaient les plus puissants. Il paraît qu'ils ont abattu au moins 3 hélicoptères et un avion de chasse. Cependant, les hélicoptères soviétiques étaient à présent blindés et ces pièces d'artillerie n'étaient plus aussi destructives. Utilisée sans cesse pendant plusieurs jours, l'artillerie antiaérienne devenait de moins en moins précise. Les rebelles avaient tellement tiré que les tambours de leurs canons étaient usés. Les Soviétiques assuraient qu'ils avaient détruit 250 forteresses moudjahidines au cours de ces 3 semaines de luttes acharnées. L'incendie des dépôts de carburant pour les avions eut un effet désastreux. Mais les réserves des moudjahidines continuaient à leur parvenir à mesure qu'ils se regroupaient. Certains recevaient même de l'Arabie saoudite les plats cuisinés des lignes aériennes. Les moudjahidines creusèrent un nouveau réseau de tunnels et de tranchées, tandis que d'autres semaient d'autres champs de mines hors d'atteinte des nouvelles fortifications. La tournure que prenait la guerre leur montrait qu'une défaite était possible, mais que ni les forces afghanes ni les soviétiques n'obtiendraient une victoire facile, car ils avaient la possibilité de se regrouper au-delà de leurs frontières, comme le Viet Cong. En hiver 1987, l'armée soviétique fut obligée de se déplacer lorsque Khost fut à nouveau assiégé. 40 000 personnes et une garnison de 800 hommes furent privés de vivres. Les champs de mines ralentissaient la marche. Ils n'avançaient que d'1 kilomètre par jour. 18 000 hommes étaient sur la route. Une armée de parachutistes, d'artilleurs et de fusiliers motorisés était soutenue par les canons des hélicoptères. Une fois de plus, la force aérienne la plus puissante de la guerre les appuyait. Les séquences de bombes et de bengales antimissiles étaient devenues habituelles. Les combats aériens continuèrent pendant une semaine.